L'engagement politique s'est profondément transformé au Québec. Si les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité en 1940, il a fallu attendre à 1961 avant qu'une première femme entre au Parlement. Autrefois une exception, l'élection des femmes rime maintenant avec normalisation. Au lendemain du scrutin de 2022, après 60 ans d'efforts, la représentation féminine à l'Assemblée nationale est passée d'une seule élue à plus de 46% de femmes élues, un record historique. Et comme nombre de mères et de pères, les députés concilient travail et famille. À titre de présidente, je suis très, très fière que notre institution se démarque pour permettre aux élus de trouver leur équilibre. Place à celles et ceux qui ont jumelé ou jumellent encore les rôles de députés et de parents. En politique, je pense qu'être mère, c'est ma façon d'exercer ma citoyenneté aussi d'une certaine manière. C'est important qu'à l'Assemblée nationale, il y ait du monde qui vive à peu près tout, qu'il y ait une représentativité de la population. Comment on est capable ensemble de trouver des solutions ou des propositions pour que les femmes aient davantage envie de se joindre? Tant qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible, on n'ose pas, on n'essaye pas. La politique, c'est tellement prenant qu'il faut le faire en famille. Les sacrifices qu'on fait, on n'est pas les seuls à les faire. Nos enfants, nos conjoints, conjointes, nos proches les font aussi. Moi, j'ai un peu le sentiment que je suis rentrée dans un vortex, puis qu'on a dit « OK, on est capable, on va passer à travers ». Si ça peut dire à d'autres femmes que c'est possible, hein? Qu'on ne fait pas de la politique seulement rendu à 50 ans quand on n'a plus d'enfants, parce qu'on n'en fera jamais à ce moment-là. Je dirais, on réussira jamais à se rattraper collectivement, là, pas individuellement, mais collectivement. Bien sûr, pour faire ça, ça prend de l'aide, ça prend des moyens, bon, etc. Mais c'est possible. Je suis élue à l'Assemblée nationale. D'abord, j'ai déjà un enfant. J'accouche quelques jours après mon élection en 81. Puis il y en aura un troisième, puis il y en aura un quatrième. Mes enfants ont grandi en même temps que j'étais engagée en politique. Ma vie d'affaires faisait que j'étais jamais à peu près chez nous, autant le matin que le soir. Donc, j'ai pas changé la vie de mon fils pour aller faire de la politique. Moi, mon fils était pensionnaire à l'école déjà. Je me suis lancée, moi, à 36 ans. Mon père quittait la vie politique après 36 ans de vie au service de la population. Et c'est là que je me suis mise à réfléchir, mais en même temps à considérer avec de jeunes enfants, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Et dans cette réflexion-là, j'ai pris mon exemple personnel en me disant, j'ai été chercher des choses qui étaient tellement extraordinaires. J'étais mairesse de Sainte-Luce, à côté de Rimouski. Donc, mes enfants étaient habitués de vivre la vie de politicienne avec leur maman. L'habitude aussi d'avoir des activités la fin de semaine, des activités hors cercle familial. Souvent, je les amenais avec moi déjà. Donc, pour eux, c'est pas inquiétant. Avant d'être en politique, j'avais fait des études doctorales dans une autre ville. Donc, de concilier la distance et le déplacement, d'être partie 3 jours par semaine, j'avais déjà fait ça dans le passé quand mes enfants étaient encore plus jeunes. Les enfants étaient quand même assez vieux pour comprendre la nature de mon travail, comprendre aussi que l'équilibre, on réussirait à le trouver sur le long terme. Moi, je suis devenue maman en 2022, puis j'ai été élue en 2022. Donc, tout s'est vraiment passé en même temps. Donc, j'ai dû apprendre à devenir maman, donc d'un poupon qui grandit devant moi, en même temps que j'ai dû apprendre à devenir députée. J'étais en démarche pour adopter une petite fille et la vie a voulu que je sache à peine quelques jours avant le déclenchement de la campagne électorale que finalement,
mon dossier débloquait, qu'il y avait une petite fille de 2 mois et demi qui nous attendait au Vietnam. C'est tout un défi, apprendre en même temps à devenir mère et à devenir députée. C'est 2 fonctions qui peuvent consommer 100%, 200% de ton temps et de ton énergie. J'ai été une maman militante, activiste pour les enfants gravement malades et lourdement handicapés. C'était moi qui étais la maman au foyer, si on veut. Je prenais en charge tous les rendez-vous médicaux, je prenais en charge tous les médicaments, le gavage. Quand j'ai été élue en 2018, c'était l'inverse. En fait, ça a été vraiment mon mari qui est devenu le principal aidant naturel là, pour notre cocotte, puis moi qui étais plus absente là, par le travail. J'ai fait l'annonce il y a quelques semaines déjà. Alors, j'attends mon premier enfant. Je suis rendue à 15 semaines. En fait, j'ai toujours eu un travail avec des heures atypiques. Donc, c'était pas quelque chose qui m'effrayait. Et comme nous, ça a été un long processus de FIV, donc de procréation assistée, ça a pris 3 ans avant finalement de tomber enceinte. Je devais, à l'Assemblée nationale, sortir des commissions parlementaires pour aller m'injecter dans le ventre des hormones pendant tout le processus. Je devais emmener ma petite glacière chaque fois qu'on se déplaçait en caucus ou en congrès. J'avais pas d'enfant, j'étais en couple et j'ai eu une fille durant la 42e législature. Et je me dis, si elles sont capables, on va être capable nous autres aussi, là. Ça va être difficile comme tout le monde. Mais on va y arriver comme tout le monde aussi. Mon père était député de Jacques-Cartier pour environ 24 ans. Il était capable de faire les allers-retours et tout ça et être un papa qui était très présent dans notre vie. Mais c'est sûr que quand j'ai marié Marois puis on a décidé d'avoir des enfants, c'était tout un différent défi. Je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais pas autant. Pour être très honnête, là, la première année a été drainante. Les allers-retours avec un bébé, c'est énorme. Quand t'as pas de congé parental, ni l'un ni l'autre, on est 2 parents qui ne dorment pas dans les premiers mois. La fin de semaine, quand on vient dans nos comtés, on est en fonction encore, donc c'est sans arrêt. Moi, quand j'entends parler de comment ça a déjà fonctionné ici, il y a quelques décennies, ce que je constate, c'est que clairement, cette organisation du travail-là n'avait pas été conçue pour que des personnes qui ont des responsabilités familiales puissent y participer. Avant de parler de conciliation, il faut parler de la présence des femmes en politique. Et nous étions très peu nombreuses. C'est au compte-gouttes qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale. Donc, moi, au début des années 80, nous étions 5 ou 6 femmes. Mais c'était très rare que des femmes siègent à l'Assemblée nationale en même temps qu'elles aient des enfants. On laissait cette dimension de la vie familiale des députés sous leur propre responsabilité. Comme on n'avait pas le réflexe de considérer que les hommes étaient aussi responsables que les femmes de leurs enfants, le poids revenait sur nos épaules. Donc, il n'y avait pas vraiment de perspective de conciliation famille-travail. Il n'y avait pas d'attention qui était accordée au fait qu'on était une mère avec des enfants. On était ici au Parlement, on s'est fait élire, on est des députés. Les députés, ils ont un job à faire. Fait qu'il y avait pas beaucoup d'oreilles pour c'est la rentrée scolaire de mon fils, j'aimerais ça être là. Il y avait vraiment pas d'écoute, on a un travail à faire, gars, femme, t'es député, t'as du temps de parole à faire en chambre, tu t'en vas en chambre. C'est la présence des femmes qui a amené les membres de l'Assemblée, les députés, les gouvernements, le Parlement à se préoccuper de cette réalité-là. Mais s'il n'y avait pas eu la pression des femmes, je ne sais pas quand ce serait arrivé. Quand je suis arrivée en 2008, ça se comptait encore sur les doigts d'une main d'avoir un enfant tout en devenant députée. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de repères, il n'y avait pas beaucoup d'échanges autour de cet enjeu-là. Je trouvais que c'était un enjeu qui était un peu invisible. Je trouve que la société était beaucoup plus avancée que ne l'était l'institution ou les formations politiques. Je pense que ce sont les femmes, les plus jeunes femmes d'abord, qui ont pris la parole parce que le besoin, c'est elle qui le portait. De fait, qu'on s'est aussi posé la question beaucoup par rapport à la place des femmes en politique. Comment on est capable ensemble de trouver des solutions ou des propositions pour que les femmes aient davantage envie de se joindre.
Je n'ai jamais senti qu'il y avait une considération différente pour les jeunes parents. Moi, en fait, il y avait une chose que le WIP m'avait donnée. J'avais trouvé ça très drôle, c'est que j'avais eu une place de stationnement collée sur la porte d'entrée. Fait que j'avais trouvé ça sympathique, mais si vous me demandez ce que j'aurais vraiment apprécié, bien, j'aurais apprécié justement qu'on me dise « Wow, là, tu sièges tous les soirs cette semaine. Est-ce que en session intensive, est-ce que pour toi, il y a un enjeu particulier, tout ça? » Moi, je voulais retrouver les enfants, je voulais retrouver la famille et un certain équilibre également dont j'avais besoin et auquel je m'attendais quand je me suis lancée, mais que j'ai moins réussi à trouver. Et bien que j'ai tenté de demander de réduire ou de ne pas avoir de commission parlementaire, c'était vraiment un refus catégorique pour une question d'équité entre les parlementaires. T'es pas dans un univers où t'arrives puis t'as le goût de demander des accommodements à gauche, à droite quand tu sens que l'institution puis tout ça est nouveau puis pas tenu en compte, là, comme si tu étais toujours en train de demander des faveurs. Donc, ça crée pas un climat propice pour le demander, surtout quand tu es une nouvelle élue. Tu as toutes tes preuves à faire, tu as tout à montrer, ton dynamisme, ta volonté de faire partie du groupe, de travailler fort, de répondre aux attentes. On a envie de tout faire, on a envie de prouver à ses concitoyens qu'on est présent, on a envie d'être bon. Surtout comme jeune femme élue en plus, je dis, j'ai envie d'être prise au sérieux, donc on met beaucoup d'énergie là-dedans. On veut s'assurer que les citoyens soient satisfaits de notre service. Du moins, moi, c'est ce que je voulais. Je pense que les premiers temps, là, c'était des 15 heures par jour, 7 jours semaine pendant comme les 4 premiers mois. La demande est infinie là, pour les députés. On pourrait travailler 100 heures par semaine, 3 mois, faire un burn-out. Tu sais, je veux dire, c'est possible. On n'a pas un horaire qui est 9 à 5. C'est 7 jours par semaine. Un député est toujours disponible. Les gens nous écrivent sur les médias sociaux. Quand on prend des marches, des gens arrêtent pour nous parler. La grosse difficulté, c'est l'horaire. Hein. Il est parfaitement irrégulier et changeant. D'une journée à l'autre, là, tu me dis qu'est-ce qui se passe cette semaine. Je peux dire les grandes lignes, mais je finis jamais à la même heure, je commence jamais à la même heure, je fais jamais la même affaire. Puis au cours de chaque journée, il y a des choses qui se rajoutent, des choses qui s'enlèvent tout le temps. Comment faire votre plante de potager? Ah ouais. Automatiquement, la famille va être impactée. Que ce soit justement parce que les horaires vont changer, qu'on ne pourra plus faire les devoirs, qu'on ne pourra plus être là à tous les soupers, que ce soit parce que la fin de semaine, là, on ne pourra pas être en famille. Il faut être en mesure donc de mettre des choses en place pour que ça puisse durer parce que cette dose d'énergie-là qu'on a au début, elle ne pourra pas donc nous soutenir jusqu'à la fin parce que le mandat, il dure quand même 4 ans. C'est pas une course, c'est un marathon. Le but, c'est d'arriver, de bien faire son travail, puis de rester en santé, puis de trouver l'équilibre justement entre la famille, entre le travail en circonscription, entre le travail aussi à l'Assemblée nationale. Dans mon comté, tout le monde sait que je suis maman. Donc ça, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à ne pas avoir honte de ces réalités-là, de faire en sorte que c'est tout simplement normal lorsqu'on a donc des jeunes femmes en politique, que c'est bien possible qu'elles soient mères, puis que parfois, ça vient s'imbriquer dans les activités qu'on a à faire. Je pense qu'eux autres voient ça d'une façon très positive aussi parce qu'eux autres ont vécu ça comme avec leur propre emploi, qu'il faut faire cet équilibre entre le travail et la famille. Ils sont fiers aussi que maintenant, eux autres ont un député qui comprend les défis de beaucoup des autres familles. Dès la campagne électorale, en fait, mon équipe était très consciente que moi, j'avais des enfants, donc il fallait organiser l'horaire en fonction de ça. On choisissait des événements où je pouvais aller avec eux, puis que ce soit adéquat aussi, pour qu'ils aient du plaisir. Donc, tout a été structuré autour de ça. Les gens accueillent très bien le fait que je sois maman, que mes enfants font partie de ma vie. Et ils savent que lorsque je suis à Rimouski, j'essaie au maximum de passer du temps avec eux, en conciliant l'ensemble des sphères de ma vie. De les amener avec moi un peu partout, je trouve que ça développe chez eux une connaissance très fine, finalement, de notre système démocratique, des différents acteurs qui sont en jeu, des différents organismes de la communauté, par exemple. Maintenant, ils commencent à le comprendre et à le saisir, qu'on peut influencer le cours de l'histoire, changer la planète, pouvoir amener des lois ou des mesures qui vont permettre d'aider. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, est-ce que parce que tu es enceinte, tu risques d'être une députée moins impliquée? Je dis, bien, au lieu de venir à 4, on va venir à 5 maintenant. C'est la seule différence que je vois. La seule chose que j'ai changée, ça a été vraiment au niveau des activités en comté.
tout ce qui est tard le soir, après 19h30, c'est terminé. Là. Donc, moi, je vais être à la maison pour être en mesure de coucher mon enfant. Là. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Je fais moins d'activités qu'avant d'avoir des enfants, mais je l'assume, puis les gens, ils acceptent ça. Ils savent que s'il y a quelque chose, ils ont besoin de moi, ils peuvent appeler à mon bureau n'importe quand, puis on va tout faire pour eux, puis être 100% présent. Tout ce qui est travail en circonscription, on le gère un peu comme des travailleurs autonomes, finalement. Donc, notre disponibilité, c'est nous qui en décidons, avec tous les avantages et les inconvénients qui sont liés à ça. Mais on peut se donner certains degrés de liberté. On a le droit de faire des choix comme élu, de comment on veut jouer ce rôle-là, de la place qu'on veut laisser à notre famille là-dedans. La chose la plus marquante, c'est le déplacement vers Québec. Donc, le fait de devoir être à Québec en milieu de semaine, ça, c'est sûr que ça amène une couche de complexité. On a 7 heures de route par semaine à faire. On est loin de la maison. Faire les devoirs à distance, je vois des collègues qui le font. Je trouve qu'elles sont courageuses. Je vois des collègues à chaque soir, elles parlent en visio avec leur enfant. Puis moi, souvent, ça m'arrive, oh mon Dieu, il est 9h30, mon fils est couché, j'ai pas eu le temps de l'appeler. Puis je sais, c'est pas grave, là, on vit avec ça maintenant, mais c'est surtout pour les jeunes enfants, c'est important. Nous, ça prend une chambre à Montréal pour bébé, mais ça prend une aussi à Québec. C'est aussi dire qu'on a une CPE à Montréal, on a une halte garderie à Québec. Donc, c'est de la double gestion à chaque fois. Alors, c'est ça, le plus grand défi, c'est les allers-retours. Chaque profession a leur propre défi, mais pour nous, ça, c'est quelque chose que je vois, c'est vraiment pacter tout le monde dans l'auto lundi soir, arriver à Québec, enlever tout qui est dans le char, puis retourner jeudi après-midi. De faire ça pour plusieurs semaines consécutives, ça prend beaucoup d'énergie. Compte tenu de la distance puis de l'offre de transport en commun aussi, pour me rendre à Québec, finalement, il y a 4 soirs où je suis pas chez moi. Par contre, l'avantage que j'ai, c'est que quand je suis ici, la charge familiale, elle est vraiment prise en charge par le père de mes enfants. Donc, je peux être dédiée à mon travail ici. J'ai pas de sentiment de culpabilité de pas retourner souper à la maison parce que de toute façon, je suis pas en ville. C'est vraiment, quand je suis à Québec, je suis à Québec. Je m'assure de maximiser mon temps ici. On a quand même un agenda hyper chargé. On a des commissions parlementaires qui parfois peuvent se dérouler donc très tard. On a des caucus. On doit se préparer pour des entrevues. On a des points de presse très tôt. La préparation pour la période de questions, donc ça se passe à 7 heures le matin. Au début, donc j'essayais donc de gérer la maison à distance, mais ça fonctionne pas. Quand tu es député hors Québec, pendant ces 3 jours-là, tu peux travailler 14 heures par jour. Tu peux faire ça sans problème. Mais pensant là, c'est ta conjointe, ton conjoint qui s'occupe de la famille à 100%. Fait qu'il n'y a pas vraiment de conciliation travail-famille dans ces jours-là. De mon point de vue de député qui habite à Québec, c'est sûr que c'est plus facile pour ta conjointe ou ton conjoint. Mais c'est sûr que c'est plus difficile pour toi. J'ai perdu la mienne. Moi, j'habite à Québec. Je reviens dormir à la maison, donc mon conjoint a cette attente-là que je m'implique pour les devoirs, a cette attente-là que je continue à faire le ménage, à faire le lavage. Tu sais, j'ai cette charge mentale qui reste, que peut-être les autres députés n'ont pas. Mais à l'inverse, les autres députés qui en retournent dans leur circonscription, il faut qu'ils jonglent entre « OK, il faut que je m'occupe de mes enfants que j'ai pas vus pendant 3-4 jours. Il faut que je donne du temps pour les citoyens et que j'assiste à des événements. » Il y a un grand adage qui dit « Ça prend un village pour élever un enfant ». Moi, je l'ai changé un peu, puis j'ai dit que ça prend aussi un village pour aider une maman à se lancer en politique. Donc, il faut être bien entouré. Il faut avoir quelqu'un à qui on peut déléguer. Et pour moi, c'est le village qui nous entoure, donc notre famille immédiate, nos parents, amis, voisins. J'aurais pas pu faire ces 2 mandats-là sans avoir toute cette belle gang-là qui m'offrait un filet de sécurité. Là. Dans le cas d'un enfant handicapé, ça prend peut-être plus qu'un village. Ça prend une province au complet, je dirais. Mais non, j'ai vraiment plein de personnes, des perles autour de moi qui aident toute notre famille. Puis je le sais que mon parti est là aussi, là. C'est une belle écoute qu'on a, là, puis ça paraît que les femmes en politique, ça l'a vraiment changé, là. Vraiment.
Il y a le CPE de Grandma Jay, qui est ma mère. Alors, c'est pas une vraie CPE, mais ma mère puis mon père sont vraiment disponibles. Et quand même, à l'Assemblée nationale, quand Gabrielle était un petit bébé, on a eu beaucoup de grands-mamans qui étaient bien contentes de prendre soin de Gabrielle quand elle était en train de faire son dodo. Et Marois et moi étions en chambre ou en commission. Alors, on était vraiment chanceux d'avoir une bonne équipe autour de nous. Chaque fois que j'ai demandé de l'aide, j'ai eu plusieurs mains qui se sont levées pour me donner un coup de main. C'est ça qui est beau chez nous à Québec. Peu importe la couleur politique des gens, ils sont toujours prêts à venir vous donner un coup de main. Et ça, c'est inestimable. 40% du caucus solidaire a eu un enfant dans à peu près l'espace d'un an dans la 42e législature. Donc, évidemment, on se sentait pas tout seul dans l'aventure non plus, là. De plus en plus d'élus qui sont parents, donc une sensibilité de plus en plus grande au fait d'exercer ce rôle-là avec des jeunes enfants. Il y a un souci collectif pour l'équilibre aussi. Je sens que c'est quand même une certaine forme de privilège de savoir que le travail qu'on fait ici à l'Assemblée nationale, on le fait en équipe, puis que cette équipe-là est soucieuse aussi, là, qu'on respecte nos priorités familiales. Tu veux pas manquer un moment important comme ministre ou comme gouvernement ou comme député à l'Assemblée nationale, mais de l'autre côté, tu veux pas manquer un moment que tu sais que ça reviendra pas. Puis c'est ça que je trouve qui est plus difficile, c'est de faire les bons choix. Fait que moi, j'ai appris à dire non, parce que la politique, ça passe, hein? C'est pas toi qui décides que tu restes, c'est les citoyens qui vont mettre ton mandat sur la table à chaque 4 ans. Fait que tu sais jamais si de 4 ans en 4 ans, tu vas être réélu ou pas. Alors que ta famille, elle va toujours rester là. Tes enfants vont toujours être là. C'est plus difficile quand on est en politique de manquer là, des rendez-vous qui sont absolument incontournables quand la démocratie est en cause ou que tu as un projet de loi à défendre ou une commission parlementaire super importante. Donc, c'est sûr que ça peut créer un certain déséquilibre parce que c'est souvent le conjoint qui écope. Puis je dirais plus largement, c'est souvent la vie personnelle qui écope parce que la politique a ses impératifs. Puis il arrive souvent des urgences, souvent des moments où on doit être là comme ministre ou comme élu pour les citoyens qu'on représente. Ces urgences-là, elles vont arriver constamment. Mais moi, ce que j'ai compris très concrètement, c'est que je devais revoir la façon de mettre les attentes ou de susciter des attentes chez mes proches parce que de décevoir, c'est la pire chose qu'on peut ressentir, décevoir nos enfants, parce que c'est eux les plus importants, c'est ma famille. T'sais. Ce qui reste après la politique, c'est les gens qu'on aime. C'est important d'en prendre soin. Tout est en place à l'Assemblée nationale pour la conciliation travail-famille. Là. Il y a peut-être des choses à améliorer, là, mais je veux dire, la base, elle est là. C'est le rôle des législateurs aussi de faire en sorte qu'on adapte le système aux êtres humains et non l'inverse. La première journée que je suis arrivée au Parlement avec ma petite cocotte, je passe à l'entrée principale en avant. Puis là, mon Dieu, j'avais la machine à gavage, j'avais les médicaments, j'avais plein de choses parce qu'elle passait la sécurité comme à l'aéroport. Puis là, je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse différemment les choses pour que ma petite fille puisse rentrer plus efficacement au Parlement. Et puis là, ma petite poupoune, elle a sa carte d'accès à elle, avec sa photo. Donc, elle peut rentrer comme un employé au Parlement. Donc, c'est cute. Présentement, je suis en retrait préventif pour mon deuxième bébé. Exceptionnellement, on me permet d'assister en visioconférence à des séances qui sont obligatoirement en personne. Mais ça, c'est le concours de tous les partis. J'ai vraiment été choyée, je vous dirais, de ce côté-là. Quand même, à l'Assemblée nationale, il y a les places pour changer la couche de la bébé dans les salles de bain des hommes, seulement une pour chaque étage, mais quand même, on fait des gains puis des avances. Les gens ne savent pas, mais juste là, les tables à langer, là, ça a été une révolution à l'Assemblée nationale du Québec. Là. Ils ont aussi la salle familiale, que je trouve vraiment géniale, bien aménagée, mais la halte de garderie reste pour moi le plus grand pas que l'Assemblée a fait. Et on s'en va à la halte de garderie. Pour moi, c'est une occasion de garder ma petite fille
pendant une semaine au complet et puis de donner ce répit-là à papa. Une fois, je l'ai amené en caucus le matin. Mes collègues l'ont vu, ils viennent poser des questions, puis ça fait partie de la vie. Puis il n'y a rien de mieux là, que mes collègues voient c'est quoi cette réalité-là auquel je fais face, mais auquel d'autres parents font face aussi partout au Québec. C'est comme un filet, là. Tu sais que tu as une place. Il n'y aura pas de moment où tu n'auras pas de place si tu es tout seul à t'occuper de ton enfant. Il y a la halte garderie de l'Assemblée nationale. Puis ça, c'est comme un filet de sécurité absolu. Fait que ça, c'est le fun, parce que je sais que je serai jamais dans le trouble. Je pense que ça envoie un message qui est très fort et ça va inciter donc des femmes qui ne sont pas encore mamans, mais qui se disent « Ah, ben moi, j'ai envie d'être élue, de députée, mais j'ai aussi un projet familial. » Ça va leur envoyer le message qu'elles peuvent en effet se lancer, puis qu'en cours de route, ben si elles ont un projet donc de devenir maman, que ce sera possible de faire les deux choses à la fois. Avant ça, c'était que des hommes. S'ils avaient une famille, la femme s'occupait de tout. Donc, eux autres pensaient à arrimer des semaines de circonscription avec les congés des enfants. Ils pensaient pas à ça. Il n'y avait pas à se soucier de ça. J'ai vu des changements, évidemment, heureusement, pendant les 14 années de ma vie politique. L'idée d'avoir la semaine de relâche, en même temps que les semaines de relâche scolaires, c'est quelque chose là, qui est devenu un acquis. Tranquillement, on a essayé de revoir l'horaire parlementaire pour qu'on ne siège pas d'abord toute la nuit, ensuite pas jusqu'à minuit. Avec des femmes dans la trentaine, ça l'impliquait aussi qu'il y avait des femmes qui avaient des enfants là-dedans. Donc, on a commencé plus à parler entre nous. Puis là, à un certain moment donné, on a dit, ben pourquoi on travaille jusqu'à minuit tous les soirs? Ça marche pas. En fait, le vrai changement d'horaire est arrivé parce que tous les députés disaient, vous nous demandez d'être dans nos comtés, de faire des activités, d'aller à la rencontre de la population. Quand est-ce que vous voulez qu'on voit les gens dans nos comtés? Donc, c'est là qu'on a décidé d'étirer le calendrier en disant, mettez des semaines au travers de ça où les parents vont pouvoir s'occuper des enfants, le congé scolaire, charger des batteries, des semaines de circonscription. Puis c'est ce qui a donné le nouveau calendrier. On a dit, tu peux pas attirer des jeunes en politique en travaillant jusqu'à minuit pendant un mois de temps. Ça a zéro bon sens. Je crois que l'Assemblée nationale est beaucoup plus sensible au fait que les horaires, les agendas, l'organisation de l'Assemblée, on permet, entre autres, que les enfants soient amenés à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des haltes garderies, etc. Moi, je pense que ce sont des changements considérables qui ont changé le visage de l'Assemblée nationale sous cet angle-là dans les derniers 40 ans. Faut pas que ça s'arrête. Je suis consciente du chemin très, très important qui a été parcouru. Si ce chemin-là n'avait pas été parcouru, je ne pourrais pas être ici, puis plusieurs de mes collègues non plus. Mais il y a encore énormément de gens qui peuvent pas être à l'Assemblée nationale. Il y a encore des éléments difficiles là, dans le mode de fonctionnement ici. On peut pas voter à distance. Donc, on doit être là, présent physiquement. Ça a des avantages des parents qui viennent de régions plus éloignées. Et donc, j'espère sincèrement qu'on pourra aller là éventuellement. Une des choses qui pourrait assurément être améliorée sans même changer tout le règlement, là, ce serait la prévisibilité, en fait. Puis je pense que pour tout le monde, y compris les députés du gouvernement, ce serait souhaitable de savoir ça à l'avance parce que ça nous permet de mieux nous organiser. Je suis vraiment de l'équipe qui croit qu'il faut qu'il y ait un congé parental, que ce soit écrit noir sur blanc. On est venu prévoir par le truchement d'un changement au code d'éthique qu'une absence pour congé parental ne peut pas donner lieu à une réprimande éthique. On va l'accepter, le tolérer. Tout ça contribue à mettre une pression puis à faire en sorte que c'est pas une norme clairement établie. Et quand on sait la culpabilité qui vient avec tout ça, c'est important d'avoir des règles claires. Même si je m'absente, je vais avoir 100 % de mon salaire. Il n'y a personne qui me remplace. Donc, il y a cette inquiétude-là de dire, je sais très bien que je n'aurai pas un congé de maternité normal, comme la plupart des mères. Je sais qu'entre
2 bois, il va falloir quand même que je règle des dossiers de circonscription. Les gros dossiers, il faut que je m'en occupe. C'est que ça repose sur nous. Comme les règles ne sont pas claires en matière de congé de maternité, c'est un peu sur nos épaules parce que mes collègues le disent, prends le temps qu'il te faut. Mais moi, je me dis, j'ai pas envie de pénaliser mes citoyens parce que moi, j'ai décidé d'être une maman. Je veux pas qu'ils disent, on aurait dû voter pour un homme de 54 ans, comme ça, il aurait été présent pendant les 4 années de son mandat. Je veux que les gens votent pour des femmes, même si elles veulent avoir des enfants. C'est important d'avoir une diversité de la représentation. À la base, il faut que les questions d'intérêt, comme celle de la place des femmes, la conciliation travail-famille, soient discutées au sein des officiers principaux d'une aile parlementaire. Donc, on parle ici du président du caucus, du whip en chef, du gouvernement aussi, parce que les décisions partent beaucoup de là. Je prends quelques secondes pour souligner aujourd'hui le retour de la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, accompagnée de Flora. Bienvenue, mesdames. Je dirais que les changements les plus significatifs, c'est peut-être plus les changements de mentalité. Parce que c'est comme ça qu'on commence les changements. La façon que l'on a de voir l'engagement politique des femmes, c'est vraiment une véritable révolution qu'on est enfin en train de connaître, parce que même si on dit qu'on l'a connu avant, moi, je pense que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est en train de le connaître. Et l'autre aspect, c'est que c'est pas seulement théorique, c'est très concret que les familles peuvent compter sur des services qui répondent vraiment à leurs besoins et qui ne sont pas que une illusion ou un rêve. Je suis privilégiée de pouvoir vivre cette époque-ci. Je les remercie, ces femmes, mais ces hommes aussi qui ont pris des décisions importantes puis qui permettent aujourd'hui qu'on soit plusieurs élus, de jeunes élus, parents d'enfants en bas âge. Je suis devenue donc élue dans un contexte où ces aménagements-là avaient été faits. Bien, c'est parce qu'il y a d'autres femmes avant moi qui se sont battues. Donc, la première des choses, oui, c'est merci. On a fait donc des pas de géants pour nous rendre à où nous sommes aujourd'hui. Le fait donc de vivre dans une société donc assez égalitaire, bien, ça nous amène à faire ces petits pas. Puis petit pas par petit pas, bien, je pense que on va donc encore plus dépoussiérer l'institution de l'Assemblée nationale, puis l'actualiser pour que ces réalités-là, dans 10 ans, dans 20 ans, on n'ait même plus à se poser cette question-là. Je suis vraiment fière d'où le Québec est rendu. Parce que je le vois, j'ai des missions parlementaires dans d'autres parlements à travers le monde, puis je le vois à quel point on est différents, puis c'est beau à voir la différence parce qu'on a vraiment beaucoup plus accès, nous, comme femmes, comme famille, au Parlement. Puis je suis fière des autres parlementaires qui ont mis ça en place aussi parce qu'ils nous ont aidés en tant que femmes, puis en tant que... En fait, même pas juste les femmes, les hommes aussi. Moi, j'ai un peu le sentiment que je suis rentrée dans un vortex, puis qu'on a dit « OK, on est capable, on va passer à travers », puis que j'en suis sortie en me disant « OK, on a réussi ». J'y ai pas laissé trop de morceaux, mais mon Dieu que ça a été intense pendant ces 14 années-là, de créer notre mode de vie, d'avoir tout le temps le sentiment qu'on était en adaptation, d'avoir tout le temps le sentiment qu'il y avait un peu un déséquilibre. Il y avait une certaine culpabilité de ne pas être parfaitement adéquate comme mère, parce qu'il y a tellement d'attentes puis de pression sociale aussi pour être la parfaite mère. Puis, tranquillement, ben c'est comme si la paix s'est installée, la sérénité s'est installée, le laisser, le lâcher prise est devenu quelque chose que je me suis inculqué. Je crois qu'il faut accepter parfois de vivre avec la culpabilité. Il s'agit juste de baisser le niveau pour que ce soit acceptable. Ça sert à rien non plus de se dire que non, on n'est jamais coupable, qu'on est au-dessus de tout ça. Non, on l'est toujours un peu quelque part, mais prenons les moyens pour l'être le moins possible. C'est ça. J'ai envie qu'on normalise le fait de ne pas se culpabiliser comme maman, de se dire « Hey, moi, ce que je fais, puis ma manière donc, de jongler avec les choses, avec donc mes responsabilités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, bien, ça me comble. » Puis c'est correct. Les sacrifices qu'on fait, on n'est pas les seuls à les faire. Tu sais, nos enfants, nos conjointes, nos proches les font aussi. Moi, j'aimerais ça voir peut-être une plus grande sensibilité, notamment pour un plus grand respect
du travail qui est fait parce qu'on voit dans l'espace public quand même parfois des propos pas toujours respectueux, finalement, là, du travail politique, alors que ce sont tous et toutes des personnes qui font des sacrifices et dont les proches font des sacrifices importants. S'il n'y avait pas eu toute la satisfaction, tous les résultats par rapport au combat puis aux réformes que j'ai menées, est-ce que j'aurais eu le même sentiment que tout ça en valait la peine? Je le sais pas. Mais probablement que la balance des avantages et inconvénients aurait été moins claire. Alors, c'est avec le cœur gros, mais quand même très sereine que je suis devant vous. C'est une décision qui m'habite. Et il est temps pour moi d'être très clair par rapport à mon futur en politique. Je ne veux pas être une mère à temps partiel. Et chaque lundi, c'est le sentiment qui m'habite. Je pars le lundi, je reviens très souvent le jeudi soir à 21h30, sinon je reviens le vendredi. Alors, cette décision, plusieurs me demandent pourquoi maintenant. Est-ce qu'elle n'a pas de bon moment pour tirer sa révérence? Particulièrement quand on aime ce qu'on fait. Particulièrement quand on sait à quel point c'est un privilège d'être ici. Puis, je sais que certaines personnes peuvent être surprises. Je sais que je peux décevoir des gens. Mais je ne veux pas décevoir mes garçons. Je ne sais pas si un jour j'ai réalisé certaines aspirations ou pas, mais une chose est certaine, j'ai aucun regret d'avoir choisi mes enfants puis mon mari avant le reste parce que la politique va s'arrêter. Puis un jour, il n'y aura plus de musique puis le téléphone va arrêter de sonner, mais ma famille va être encore là. Je voulais tellement que les femmes s'engagent en politique que j'envoyais comme message que oui, c'est possible d'avoir des enfants, d'avoir un conjoint, d'avoir une profession, de se réaliser, que nos enfants aussi se développent, progressent, etc. Mais en même temps, peut-être que j'ai exagéré puis que j'ai été trop loin. Par exemple, d'accoucher et de revenir au bureau 3 jours ou 4 jours ou 6 jours après. C'est peut-être pas un bon exemple à donner parce que pour des femmes, ça devenait inaccessible. Ça envoyait aussi comme message, bien, prenez donc pas de congé maternité ou de congé parental, alors que je me suis battue par la suite pour qu'il y en ait. Et puis que je crois qu'il faut que les femmes en prennent et même que les hommes en prennent. Pour moi, Mme Marois, c'était un modèle, mais c'était vraiment une catégorie à part. Puis j'étais bien consciente qu'au moment, au début des années 80, où elle a été élue, je veux dire, c'était vraiment pas des sujets à l'agenda, là. Il y avait tellement peu de femmes à l'époque qu'elle devait se tailler une place d'abord et avant tout dans ce monde d'hommes, façonné par les hommes. Non, c'est sûr qu'à mon point de vue, à ce moment-là, j'avais pas le choix. Parce que, dans le fond, on m'aurait sans doute jugé sur, finalement, elle n'est pas nécessairement capable d'assumer cette tâche-là. Je suis très fière d'avoir participé à briser quelques plafonds de verre. Puis je regarde mon passé, je me dis, j'ai permis probablement à des femmes de réfléchir, à des femmes de s'engager, à des femmes d'imaginer que c'était possible. Parce que tant qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible, on n'ose pas, on n'essaye pas. J'espère que ce que je fais va inspirer mes enfants, d'un, mais inspirer d'autres femmes aussi et d'autres hommes à se présenter en politique. Il y en a donc des femmes qui nous regardent, qui regardent la réalité avec laquelle on compose, puis qui se disent « Ah, ben si elle est capable de faire, ben, peut-être que moi aussi, je suis capable de le faire. » Peu importe leur contexte familial, si elles sont compétentes, qu'elles ont le goût de se lancer, qu'elles ont ce désir puis cette flamme-là, le fait d'être mère, donc, devrait pas être un frein. Donc, moi, je me dis, c'est quand même un exemple intéressant à donner à mon enfant qui puisse voir sa mère engagée en politique. Je pense qu'être mère, c'est ma façon d'exercer ma citoyenneté aussi d'une certaine manière. Quand j'ai amené Gabrielle dans le Salon Bleu et j'ai posé des questions, j'ai vu dans le visage de beaucoup des pères à l'Assemblée nationale un moment de fierté. Que oui, les papas sont présents dans la vie de leurs enfants. Et je pense que c'est très important aussi de toujours juste démontrer que les jeunes papas sont capables d'être, oui, pas juste une bonne élue, mais aussi être une bonne père, puis prendre soin de notre famille en premier, puis toujours être présent dans la vie de nos enfants. C'est faisable de faire les deux.
C'est important qu'à l'Assemblée nationale, il y ait du monde qui vive à peu près tout, qui a une représentativité de la population. Et les gens aiment ça voir que les députés ont des enfants. Bien, les gens qui ont des enfants peuvent se dire, OK, il y a du monde comme moi là, c'est rassurant. Il faut avoir un certain cadre, mais le rendre plus flexible, le démocratiser, le rendre accessible à tous. J'espère tellement que d'autres femmes voudront et se lanceront parce qu'on peut faire une réelle différence. Et mon souhait, ce serait qu'on comprenne que c'est déjà tellement exigeant comme fonction. C'est un privilège extraordinaire, mais c'est aussi une charge incroyable de représenter ces commettants. On va au moins essayer de faciliter la vie aux parents, nous comme institution, nous comme parti politique, nous comme caucus, nous comme classe politique en général. On va aller vers vous, on va vous accueillir, puis les changements, on va les faire pour vous et pas juste parce que vous nous suppliez à genoux de les faire. Non, parce que nous, on va voir qu'on a besoin de ça pour une saine démocratie. Quand on siège à l'Assemblée nationale, dans un Parlement, la première préoccupation qu'on doit avoir, c'est celle de prendre soin des gens pour faire que leur sort soit meilleur. Et y a-t-il un sujet plus important à cet égard que la conciliation de la famille, du travail et de l'engagement politique?